Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer la gestion des ressources humaines en Chine en mettant un accent particulier sur l'influence de la culture dans les pratiques de GRH. La Chine, en tant que deuxième économie mondiale et partenaire commercial majeur du Canada, offre un cas d'étude fascinant pour comprendre comment les pratiques culturelles façonnent les relations professionnelles et commerciales. Tout d'abord, on va vous présenter un aperçu de la Chine et de ses liens commerciaux avec le Canada. Ensuite, on vous présentera le concept de Huanxi. De plus, nous allons aborder les pratiques courantes de GRH en Chine. On va également parler de la négociation avec des partenaires chinois et pour terminer, l'expatriation en Chine. La Chine, officiellement connue sous le nom de la République populaire de Chine, est le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Elle est située en Asie de l'Est et couvre une superficie d'environ 9,6 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie terrestre. La Chine est une république socialiste à parti unique dirigée par le Parti communiste chinois, le PCC. La Chine est la deuxième plus grande économie mondiale avec un PIB de plus de 14 000 milliards de dollars. Depuis les réformes économiques des années 1970, la Chine a connu une croissance rapide, devenant un centre mondial de production et d'exportation. Le pays est également un leader dans des secteurs tels que la technologie, l'automobile et les énergies renouvelables. Les relations commerciales entre la Chine et le Canada sont robustes et diversifiées. La Chine exporte une vaste gamme de produits vers le Canada, y compris des produits manufacturiers, des appareils électroniques, des vêtements et des textiles. En 2020, la valeur des exportations chinoises vers le Canada était d'environ 56 milliards de dollars canadiens. Le Canada exporte principalement des matières premières et des produits agricoles vers la Chine, tels que le canola, le blé, le soya, ainsi que les produits miniers et énergétiques. En 2020, la valeur des exportations canadiennes vers la Chine était d'environ 25 milliards de dollars canadiens. Les investissements bilatéraux sont également significatifs. De nombreuses entreprises canadiennes investissent dans les secteurs tels que l'énergie, les ressources naturelles et les technologies en Chine, tandis que les entreprises chinoises investissent au Canada dans des secteurs comme l'immobilier, l'agriculture et les infrastructures. Pour comprendre pleinement la dynamique des relations commerciales entre la Chine et le Canada, il est essentiel de réaliser une analyse dyadique des rapports culturels entre les deux nations. Nous nous baserons sur des dimensions culturelles de Hofstede pour analyser les différences et les similitudes. Donc, pour commencer, la Chine score élevé en distance du pouvoir parce que les structures hiérarchiques sont acceptées et respectées. Les décisions sont souvent centralisées et les subordonnés attendent des directives claires de leurs supérieurs. Par contre, au Canada, le score est faible en distance du pouvoir. Les relations sont plus égalitaires et il y a une moindre acceptation des hiérarchies rigides. Les employés sont encouragés à prendre des initiatives et à participer aux décisions. Pour l'individualisme, la Chine score faible. La société chinoise valorise le collectivisme et l'importance des groupes. Les relations personnelles et les réseaux jouent un rôle crucial. Tandis qu'au Canada, le score est élevé. La culture canadienne valorise l'autonomie, l'initiative individuelle et les droits personnels. Les relations professionnelles sont plus impersonnelles et basées sur des compétences de mérite. Pour ce qui est de la motivation vers la réussite et le succès, la Chine score élevé. La réussite et la reconnaissance professionnelle sont très valorisées. La compétition et l'ambition sont encouragées. Tandis qu'au Canada, le score est modéré. Bien que la réussite soit importante, il y a un équilibre avec des valeurs de qualité de vie et de corporation. Ensuite, pour l'évitement de l'incertitude, la Chine score faible. Les Chinois sont plus tolérants face à l'ambiguïté et au changement. Ils s'adaptent facilement aux situations nouvelles et inattendues. Au Canada, le score est plutôt modéré. Les Canadiens préfèrent la clarté et la prévisibilité, mais ils sont également ouverts à l'innovation et aux nouvelles idées. Pour ce qui en est de l'orientation à long terme, la Chine score très élevé. La culture chinoise valorise la persévérance, l'épargne et la planification à long terme. Les décisions sont prises en tenant compte de leurs impacts futurs. Puis au Canada, le score est modéré. Les Canadiens équilibrent les objectifs à court terme et à long terme, avec une certaine préférence pour les résultats immédiats. Pour finir, la Chine score faible en indulgence. La société chinoise tend à être plus restrictive, mettant l'accent sur une maîtrise de soi et le respect des normes sociales. Mais le Canada score élevé.
La culture canadienne valorise le plaisir de vivre, la liberté d'expression et la gratification personnelle. Donc, en comprenant le contexte économique et culturel de la Chine, nous pouvons mieux appréhender les particularités de la gestion des ressources humaines dans ce pays. Dans cette partie, je vais commencer par introduire le thème de notre présentation, qui est en rapport avec la séance 4 de notre cours. Durant la séance La culture, nous avons exploré plusieurs concepts clés, notamment la définition de la culture et ses dimensions variées. On a vu aussi les deux tendances avec l'étude intrinsèque et l'étude dialétique des relations humaines. Nous avons également examiné comment la culture s'illustre dans les comportements des individus à travers les dimensions d'Obsed et Hall, et on a vu les tendances des convergences et des divergences de culture. Donc, inspiré par cette séance, nous avons décidé de nous pencher sur un phénomène culturel spécifique connu sous le nom de Guangxi, qui représente une pratique courante en Chine. Donc, regardons maintenant la définition du mot Guangxi. Donc, le mot Guan signifie rendre service à quelqu'un, tandis que le XI se rapporte aux relations. Donc, ensemble, le Guangxi désigne un réseau de relations personnelles basées sur des échanges de faveurs et des obligations réciproques. Dans la littérature, ce concept a pris de l'importance particulière depuis l'ouverture de la Chine au monde dans les années 1980. C'est une période qui est marquée par une réforme économique et une ouverture accrue aux échanges internationaux. En effectuant des recherches, on a trouvé que le Guangxi trouve ses origines dans le confucianisme. C'est une philosophie ancienne qui met l'accent sur les obligations morales, les relations sociales et la hiérarchie. Donc, selon cette philosophie, les relations humaines doivent être entretenues avec loyauté, respect et réciprocité. C'est des valeurs qui se reflètent effectivement dans les pratiques de Guangxi. Aussi, on a trouvé un autre concept qui se rapproche du Guangxi, mais sa pratique est différente. Ce concept s'appelle potlatch, qui est étudié en anthropologie, où les biens sont donnés lors des grandes cérémonies pour établir et maintenir un statut social, alors que le Guangxi, est plus subtil et plus quotidien. Donc, c'est une pratique plus quotidienne qui s'infiltre dans tous les aspects de la vie sociale, politique en Chine, allant bien au-delà du domaine des affaires. Regardons maintenant de plus près le concept de Guangxi. Donc, dans la société chinoise, le Guangxi représente une forme particulière des relations sociales qui reposant sur des liens durables et fondés sur des échanges informels et une obligation mutuelle. Comment, en effet, ces relations sont volontairement établies pour obtenir des avantages mutuels. C'est à travers des activités sociales et des rituels comme l'échange des cadeaux, les faveurs échangées, aussi les repas et les boissons partagées. Pour ce qui est repas et boissons, on a trouvé dans nos recherches que le guangxi est souvent lié à la consommation d'alcool, qui va créer un cadre informel propice à la discussion et à la négociation. En effet, en Chine, dans le monde des affaires, les réunions les plus importantes sont accompagnées toujours de repas et de boissons alcoolisées, et c'est des réunions informelles qui sont très courantes. En effet, ces rassemblements vont permettre aux participants de se détendre, de mieux se connaître, faciliter aussi l'établissement des liens personnels solides. Donc, toute cette atmosphère va dégager des moments partagés qui vont permettre de discuter par rapport à des sujets délicats, aussi de négocier des accords qui peuvent être difficiles à aborder dans un cadre formel et strict. D'ailleurs, on a trouvé que de nombreux accords commerciaux en Chine qui sont importants sont souvent finalisés lors de ces rencontres informelles plutôt que dans les salles dans les salles des réunions traditionnelles. Le Guangxi dans les pratiques de la gestion des ressources humaines. Donc, le Guangxi influence les pratiques de GRH en Chine en opposant la rationalité formelle qui implique l'application rigoureuse des règles et des procédures standardisées à la rationalité substantielle où les relations personnelles et les réseaux informels jouent un rôle indéterminant. Le Guangxi joue un rôle crucial à la fois dans les pratiques officielles et informelles, donc exemple dans les processus des promotions, des recrutements, etc. C'est ce qu'on va voir plus en détail dans les prochaines slides. Donc, ces décisions peuvent être influencées facilement par des relations personnelles et des réseaux informels, et parfois peuvent mener à des préoccupations de subjectivité, de favoritisme, et des pratiques de GRH qui sont pas toujours transparentes ou équitables. Mais malgré ces préoccupations, on peut dire que le Guangxi est également perçu comme un moyen efficace en Chine. Et les Chinois croient vraiment à ce concept-là. Ils croient que ça permet de gérer des relations, assurer la cohésion et la coopération au sein des équipes. Donc, les relations personnelles solides peuvent faciliter la communication ouverte et honnête,
qui va renforcer la loyauté des employés et améliorer, par exemple, la collaboration. Donc, dans un contexte où la confiance et le soutien mutuel sont essentiels, le guanxi, dans la culture chinoise, peut contribuer à créer un environnement de travail harmonieux et productif. Et c'est ce que la société chinoise croit. Donc, on poursuit avec les pratiques courantes en GRH. Donc, la gestion des ressources humaines en Chine a évolué considérablement au cours des dernières décennies, puis ça a surtout été influencé par la croissance économique rapide et l'intégration accrue dans l'économie mondiale. Donc, avant 1949, on avait la période pré-révolutionnaire en Chine, puis par la suite la période maoïste. Ensuite, à partir de 1978 jusqu'aux années 90, on a eu le début des réformes économiques pour ensuite, dans les années 90, avoir une accélération des réformes et une certaine ouverture. Donc maintenant, depuis les années 2000, on a une modernisation et une mondialisation qui se ressent beaucoup en Chine. Donc ça commence par l'aspect de la conformité. On a une législation du travail en Chine, un peu comme ici au Canada. Donc, tout ce qui est contre-travail, les heures travaillées, les congés, les licenciements sont tous régulés par la loi. Puis on a l'importance de la responsabilité sociale des entreprises pour dégager une belle image d'entreprise, mais aussi pour apporter de la légitimité aux dirigeants. Si on poursuit avec le recrutement et la sélection, en Chine, ça se passe énormément par les portails en ligne, donc les sites Internet d'offres d'emploi, donc un peu comme ici avec, par exemple, Indeed. Puis les quatre plus gros en Chine actuellement sont Zhaopin, 51 Job, Boss Zipin et Lipin. Également, le recrutement se fait sur les campus universitaires, donc les employeurs vont directement attirer les jeunes talents avant même qu'ils entrent sur le marché du travail. Puis finalement, il y a l'importance du réseau personnel. Donc, on vient rejoindre la thématique du Guanzi qu'on a parlé précédemment. Donc, le réseau personnel est super important pour les Chinois. Donc, toutes les relations personnelles qu'ils ont peuvent leur apporter un emploi. Puis, ils fonctionnent énormément par recommandation. Ensuite, si on poursuit avec la formation et le développement. Dans les entreprises, on a beaucoup de formations, de programmes de formation directement en entreprise, donc que ce soit de la formation continue, par exemple, pour venir améliorer les compétences des employés. On a également souvent des partenariats avec des institutions éducatives, donc des programmes de formation sur mesure pour s'assurer du bon travail des travailleurs. Si on poursuit avec la gestion de la performance, dans plusieurs entreprises en Chine, on a des évaluations régulières, donc soit semestrielles ou annuelles, pour suivre le progrès des employés et venir se fixer des objectifs. Donc, on sait que la culture chinoise est une culture très travaillante, donc ils mettent beaucoup l'accent sur les évaluations pour s'assurer que le tout fonctionne bien. On a également le système de primes qui est beaucoup utilisé pour venir motiver les employés au travail. Ensuite, pour les rémunérations et les avantages sociaux, les entreprises chinoises ont des salaires très compétitifs, tout dépendamment des industries, mais en général, pour venir attirer et retenir les talents. Elles ont également des avantages sociaux. Donc ça, c'est pas obligatoire par la loi, mais beaucoup d'entreprises le font. Puis c'est rare que ça vienne dépasser 30% du salaire brut. Mais on a vraiment souvent l'assurance, donc la sécurité sociale chinoise, qui couvre plusieurs aspects, donc l'assurance maladie, vieillesse, les accidents de travail, le chômage et la maternité. Puis on a aussi un fonds de logement pour venir aider les travailleurs à s'acheter une maison. Aussi, un élément particulier en Asie ou en Chine plus particulièrement, on a le 13e mois de salaire offert. Donc, souvent dans les entreprises, pour les employés, on offre un bonus, donc un 13e mois à la fin de l'année, qui est souvent autour du Nouvel An chinois, donc autour de leur période de vacances. Puis finalement, pour le bien-être des employés, tout ce qui concerne l'équilibre de vie professionnelle et personnelle en Chine, c'est relativement faible en comparaison à ici au Canada, par exemple. Donc, les entreprises commencent graduellement à mettre l'accent sur cet équilibre-là qui est crucial si on veut des bonnes conditions de travail, selon moi. Donc, ça commence. Ça varie selon les industries, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça. On remarque toutefois des activités d'équipe dans les industries, dans les entreprises pour venir renforcer la cohésion. Puis enfin, on a la gestion des talents. Donc, les plans de carrière en Chine sont absolument clairs. On a des opportunités de promotion, puis on a une bonne rétention des employés. On a aussi très souvent des programmes de mentorat.
qui sont influencés par le confucianisme. Donc, pour venir développer les compétences des travailleurs, puis aussi transmettre la culture d'entreprise. Donc, au niveau de la négociation des partenaires chinois, encore une fois, on remarque beaucoup la présence de la culture dans la façon de faire des partenaires chinois. Donc ici, on a relevé plusieurs éléments là, qui démontrent que bel et bien des racines culturelles et philosophiques. Donc, au niveau du confucianisme, on parle évidemment de l'importance des relations humaines. Le taoïsme, qui parle beaucoup plus au niveau de l'harmonie dans les relations humaines, et finalement le bouddhisme, qui va amener le concept d'endurance et de résilience dans la façon de faire. Tony Fang de l'Université de Stockholm là, qui a développé un modèle de personnalité 3 en 1 où est-ce qu'on voit vraiment que le négociateur chinois peut avoir 3 types de personnalités là, qui ressortent durant la négociation. Donc, on a tout d'abord le bureaucrate maoïste où on sent beaucoup plus la présence du gouvernement, la volonté là, de travailler dans l'intérêt national chinois. Donc, encore une fois, il y a une interconnectivité entre le gouvernement ou le monde politique, si on veut, puis le monde des affaires. On a la personnalité du gentilhomme confucien, là où on a vraiment la volonté de développer une relation de coopération dans une relation de gagnant-gagnant. On parle beaucoup plus de discussion d'affaires plus qu'une négociation qui a peut-être tendance à avoir une connotation peut-être plus négative là, de confrontation. Et finalement, l'autre aspect de personnalité qui peut ressortir, c'est le fameux stratège de Sun Tzu. Donc, un peu le voir les relations du marché comme étant un champ de bataille où on doit absolument tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est vraiment plus une relation de gagnant-perdant. Donc, divers stratagèmes qui peuvent être mis en place là, pour faire en sorte que de sortir gagnant dans cette relation qui est beaucoup plus au niveau de la compétitivité ou la compétition, si on veut. Si on regarde de façon plus précise au niveau négociation, on peut remarquer certains principes culturels qui sont dominants. On a parlé des relations interpersonnelles, là, notamment ma collègue a parlé du Quanzi. Il y a également là, le fait de préserver la face. Donc ici, il est appelé le Mianzi, qui est en toute fin pratique, là, évidemment, de ne pas embarrasser notre partenaire d'affaires. Le concept de réciprocité également est présent. Donc, c'est toujours la gentillesse amène la gentillesse, mais il faut le voir beaucoup plus sur une longue période de temps en tant que tel. Respect des traditions, évidemment. Respect de la hiérarchie, du statut social et de l'autorité. Négociation est un sport d'équipe, donc c'est souvent des grosses équipes de négociateurs qui vont se présenter. Aspect important, l'importance de la préparation de négociation. Donc, il ne faut pas surprendre que notre interlocuteur chinois peut arriver avec une très grande préparation, non seulement au niveau du dossier, mais et aussi des interlocuteurs avec qui il va faire affaire. Donc, c'est important d'avoir une bonne préparation. Et on pourra remarquer également là, que le prix de négociation d'affaires va être assez prépondérant dans les négociations. Au niveau de la dynamique, il faut vraiment comprendre que c'est un processus, c'est pas une finalité. Donc, c'est une dynamique là, qui va s'installer, là, qui va perdurer dans le temps, pas viser un point précis là, ou la fin des négociations. C'est vraiment un processus qui continue. Faut pas surprendre non plus qu'il y ait une discussion de tous les enjeux de façon simultanément, là, qui est peut-être un peu déstabilisant pour les Occidentaux. Bon, évidemment, emploi de tactiques et stratagèmes. Ils vont faire preuve beaucoup de flexibilité à certains moments donnés ou plus de rigidité sur d'autres aspects. Donc, au niveau des communications, évidemment, style indirect. Donc, il y a beaucoup de non-dits en tant que tel. Donc, c'est pour ça l'importance souvent de relations face à face dans les communications pour faire en sorte d'aller chercher toutes ces subtilités-là. Prise de décision, c'est des gros groupes de négociateurs, donc souvent il y a une certaine recherche de consensus à l'intérieur de ce même groupe, application du gouvernement, puis c'est un processus qui est réfléchi et délibéré, donc il n'y a rien qui est laissé au hasard, si on peut dire, rien d'impulsif. Si on regarde au niveau de la gestion des émotions, souvent il y a une autodiscipline, une certaine retenue qui s'installe. Démonstration trop forte d'émotion va être perçue peut-être comme un embarrassement en tant que tel. On revient au concept du midi. Gestion du temps, on parle ici d'une relation à long terme. Un marathon, c'est pas un sprint. Donc, plusieurs étapes qui vont s'enchaîner. Puis c'est vraiment un continuum où la relation se construit et se maintient. Donc, somme toute, dépendamment de la façon que l'interlocuteur face au interlocuteur chinois va se comporter, ça peut donner une relation une négociation qui est plus coopération ou une relation beaucoup plus de compétition. Tout va dépendre du lien de confiance, du respect, va déterminer la nature de la relation en tant que telle. En terminant, les approches qui peuvent mener plus au succès, là, qui sont données par plusieurs auteurs. Donc, évidemment, au niveau des principes culturels, plus on connaît la langue, plus on connaît la culture, plus ça va nous aider.
tout en accordant une importance plus grande au niveau de la relation interpersonnelle. Dans les dynamiques de négociation, il faut constituer une bonne équipe de négociateurs, surtout faire attention au statut social là, qui est important. Là. Si on est chef d'entreprise, mais on vient pas un négociateur devant nous qui était en fin du compte un ingénieur de plancher. Donc, faire attention à ça, puis s'assurer que l'équipe perdure dans le temps pour bâtir justement cette relation-là à long terme. Au niveau des communications, peut-être pertinent d'établir des relations avec les autorités gouvernementales, des fois pour faciliter les relations ou faciliter un peu le niveau de la confiance en tant que telle. Puis évidemment, collaborer avec des interlocuteurs chinois ou des consultants chinois, il faut nous aider à développer ou à comprendre toutes les subtilités du comportement lors des négociations. Processus de décision, toujours pratique, s'il y a des gros groupes de décideurs, c'est d'identifier c'est qui les décideurs, c'est qui les personnes d'influence, donc pour être en mesure de bien cibler ces personnes-là. Gestion émotionnelle, qu'on met nos émotions de côté, l'ego de côté également. Et finalement, au niveau de gestion du temps, c'est faire preuve de flexibilité et de patience surtout. Donc, pour poursuivre avec la présentation, dans cette section, nous allons aborder le sujet de l'expatriation. Donc, pour résumer, l'expatriation consiste au fait d'envoyer un ou une personne professionnelle pour travailler à l'étranger pour une durée de plus de 3 mois. Néanmoins, cela implique certains défis. D'après une étude effectuée, les défis majeurs que rencontre un expatrié ou un expatrié et la théorie de l'adaptation qui regroupe 3 facteurs. Donc, en premier, qui est l'aspect individuel, c'est-à-dire les caractères et traits de comportement de l'expatrié. Cela peut avoir des impacts dans sa mission. Ensuite, il y a l'aspect organisationnel, donc c'est-à-dire si son rôle est bien défini, si les objectifs attendus ont bien été clarifiés concernant sa mission, de même que la culture organisationnelle. Et pour finir, le troisième facteur concerne la situation particulière, qui est le contexte particulier des expatriés, donc c'est-à-dire leur situation familiale, s'ils ont des enfants conjoints, s'ils doivent faire des compromis, s'ils doivent venir avec eux, etc. Donc, ces paramètres de l'adaptation peuvent constituer des obstacles à la réussite ou à l'échec de la mission de l'expatrié. Une autre théorie que nous allons aborder concerne la théorie de l'égalité. Donc, au sens de la loi, les expatriés sont soumis à des règlements juridiques qu'ils doivent respecter. Par exemple, le fait de fournir ses déclarations de revenus ou de respecter les règlements locaux établis par le pays d'hôte. Donc, par exemple, en Chine, là, il existe une loi sur le contre-espionnage qui a été renforcée en 2023 et ça inquiète beaucoup les expatriés. Donc, nous allons revenir plus tard sur cette loi, mais avant, on va aborder la théorie de la légitimité qui va de pair, qui est interdépendant à la légalité, mais qui sont distincts dans leur application, ce qui peut porter des fois de la confusion. De ce fait, la légitimité relève de l'aspect moral d'une situation qui est légale. Donc, encore une fois, si on reprend notre loi sur le contre-espionnage de la Chine, moralement, cela effraie la notion de liberté d'expression ou même de l'accès à l'information, sachant que certains paramètres de cette loi n'ont pas bien été définis, ce qui crée de l'ambiguïté, puis et créer de l'insécurité pour les expatriés. Par ailleurs, légalement, l'État chinois a le droit d'agir et d'appliquer des sanctions s'il suspecte une personne d'espionnage. Donc, ces deux concepts de légalité et légitimité vont de pair et il est très important pour un expatrié de les connaître avant de se rendre dans son pays d'hôte pour sa mission. Donc, par la suite, dans cette section, nous allons mettre en pratique donc une étude de cas qui a été rapportée par certains expatriés, ce qu'ils ont rencontré sur le terrain, et nous allons l'appliquer à la culture du Guanxi. Et comme nous l'avons dit plus tôt, donc cette culture est basée sur le réseautage et de la communication informelle, ce qui fait que ça s'adapte bien à la notion du travail de 24 heures sur 24, que beaucoup d'expatriés rapportent qu'on travaille souvent 24 heures sur 24 en Chine et il n'y a pas de vie professionnelle. Donc, il y a un mélange entre la vie professionnelle et personnelle. Donc,
encore une fois, vu que le réseautage se fait en ligne, donc en entreprise, c'est rare qu'ils utilisent leur boîte courriel et ils utilisent plutôt des applications de communication comme WeChat, ce qui est un point positif car tout le monde peut réagir à temps lorsqu'il y a un problème qui surviennent en entreprise et tout. Mais le bémol, c'est que ça crée une manque de vie privée, sachant qu'on doit toujours répondre à nos messages, même si les heures de boulot ne sont plus là. Donc, ce qui peut être un frein pour un expatrié qui n'est pas habitué de faire ça. Une autre étude aussi qui a été rapportée par Forbes concerne les cadeaux qui sont offerts aux supérieurs ou des dirigeants d'entreprise pour créer des liens et favoriser leur partenariat. Cela peut être des fois interprété comme une corruption, mais dans la culture d'entreprise chinoise, ce n'est pas le cas. Donc, c'est encore des paramètres que les expatriés ont rapporté qui se fait. Donc, il faut juste savoir bien s'organiser et gérer ça. Donc, pour conclure, la gestion des ressources humaines en entreprise est une notion qui peut être différente dans chaque pays et cela comporte plusieurs défis pour les entreprises lorsqu'ils envoient des expatriés dans un autre pays et de s'adapter comme il faut. Donc, voilà, c'était tout pour notre présentation. Merci.